je vois Maria. Voilà. Vous nous entendez bien? Oui. Pas besoin d'être payé. Mille excuses aussi à vous qui êtes en ligne pour l'attente assez longue par rapport au début de cette réunion. Donc là, on a quelques participants qui sont déjà dans la salle. Les autres vont nous rejoindre en cours de route. Mais on peut déjà commencer à tout le monde. Donc, bonjour, bonjour aux participants de la salle, bonjour à ceux qui sont en ligne. Nous vous remercions vraiment d'avoir accepté l'invitation pour venir voir avec nous les résultats d'une étude diagnostique sur les violences basées sur le genre dans les 10 pays de faune, et notamment en Côte d'Ivoire. Nous avons pensé que c'était vraiment une très bonne pratique parce que vous avez participé à la collecte de données, vous avez vous avez contribué à comprendre, donner des informations par rapport à l'état des lieux des OSC féministes en Côte d'Ivoire, de votre environnement, mais aussi sur l'état des lieux des VBG en Côte d'Ivoire. Après cette collecte de données et puis l'analyse qui s'en est suivie, on a pensé que c'était une bonne chose de redevabilité, de feedback, de partage d'informations, de venir partager avec vous ce qu'on a trouvé, de voir si vous vous retrouviez dans tout ce qu'on a vu et puis comment est-ce qu'on peut mettre en perspective. Il y a FON, mais au-delà de FON, vous avez vos programmes et vos projets dans vos organisations. Donc, comment est-ce qu'on pourra mettre en perspective ces informations? Le rapport sera présenté par les consultants. Donc, il y a eu des consultants qui ont mené cette étude et une d'elles est déjà en ligne. Elle va mener. Vous m'entendez toujours, Alexandra? C'est parfait. Oui. Donc, Maria, je vous laisse la parole. Bonjour Aminata, bonjour aux collègues de IPPF, bonjour à tous les participantes et les participants. Bon, merci pour votre présence et merci aussi d'avoir participé à l'élaboration de cette étude. Moi, je suis Maria Fria, je suis experte genre et je suis une des coordinatrices de cette étude. Je suis basée au Maroc. Et bon, on a aussi aujourd'hui la présence de Monsieur Ghislain Koulibaly, qui a été notre experte nationale en Côte d'Ivoire et qui va être la personne qui va présenter l'étude, les résultats de cette étude aujourd'hui. Moi, je vais juste, Ghislain, si vous pouvez allumer votre caméra pour qu'on puisse vous identifier. Et, et... Alors, là, il y a un petit souci pour animer la caméra. Donc, je suggère qu'on aille avec la présentation. Moi, je Et une parlais... fois que la caméra sera... Est-ce que moi, vous me voyez? Non? Non. Pas encore, voilà. Donc, est-ce qu'on peut commencer la présentation et puis quand la caméra sera là, on pourra faire. C'est bon? Oui, oui, c'est C'est bon. bon. Merci beaucoup, Aminata. Moi, je disais que je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis accompagnée de notre collègue expert en Côte d'Ivoire qui nous a aidé avec toute la partie de collecte de données. Mais je crois qu'il a un petit problème parce que, Monsieur Ghislaine, est-ce que vous êtes là? Il était là tout à l'heure. Je le vois, il est en ligne. Il est en ligne, Oui. mais... Oui, je suis là, je suis là. Ah, Bonjour Maria. voilà. Bonjour. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je vais juste vous présenter un peu quel était un peu le contexte d'élaboration de cette étude, un peu la méthodologie que nous avons mise en place. Et après, je passerai la parole à notre collègue qui va être la personne qui va présenter aujourd'hui les résultats de cette mapping au niveau global et au niveau national. Est-ce que vous pouvez, M. Ghislaine, partager la présentation? Oui. Oui, sans souci. Je vais partager peut-être mon écran. Euh,
Bon, entre-temps, je peux, voilà. Alors, je voudrais tout d'abord préciser que l'étude que nous allons présenter aujourd'hui, ce n'est pas tellement une étude sur les violences basées sur le genre, mais comme Aminata l'a dit toujours, c'était plutôt un mapping que nous avons fait au niveau des 10 pays sur un peu quelles sont les capacités des associations féministes qui travaillent dans ces 10 pays en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi on fait quelles sont les difficultés qu'elles Déjà, rencontrent, quel est un peu l'environnement des travail. pourquoi je Alors, n'arrive pas? le projet, il a été mis en place dans 10 pays au monde. Ça a été un défi pour nous parce que c'était 10 pays dans 3 continents, dans des contextes différents. Et Voilà. nous avons travaillé au niveau du Mexique et la Colombie en Amérique latine, et le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, le Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, le Kenya, l'Éthiopie en Afrique de l'Est, Sri Lanka et Bangladesh en Asie. Et l'équipe, il était une équipe multi-pays. Donc, j'étais moi avec ma collègue Antonio, tous les deux basés au Maroc. On était en charge de la coordination de l'étude, avec l'appui d'un collègue basé en Espagne qui s'est chargé de toute l'analyse des données. Et nous avions des experts au niveau de chaque pays cible, sauf l'exception de Côte d'Ivoire, qu'on avait un expert, dont notre collègue Ghislaine. Et Maria, alors, Maria, est-ce que vous pouvez mettre en mode présentation? c'est Monsieur Non, c'est Ghislaine qui bien. va partager. C'est lui qui... Mais s'il a des problèmes, je peux les faire moi. Hein. Mais est-ce que c'est Ghislaine? partagé? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous Voilà. voyez? Oui, maintenant c'est Maintenant, c'est bon. bon, oui. Ouais, Là, ouais, c'est ouais. bon. C'est Merci, bon? Lisa. Ouais, c'est Oui. bon. Voilà, j'ai eu quelques soucis C'est avec. bon. Voilà. Vous pouvez revenir à la slide suivante. C'est bon. Merci. Comme ça? La suivante. Merci. Voilà, on était bon ici. Donc, en fait, comme je disais, c'est une étude qui a ciblé 10 pays et nous avons réalisé toute une phase de démarrage pour voir un peu quelle était la méthodologie et les outils de recherche. Nous avons travaillé sur 3 outils de recherche. On a organisé des entretiens, des focus group et on a aussi élaboré une enquête online que je pense que vous avez reçue et complétée. Alors, cette phase de données, elle a été faite au niveau de chaque pays. Et après, tout ce qui était la phase d'analyse des données a été fait au niveau du Maroc. Alors, nous avons collecté des données quantitatives et qualitatives à travers ces outils. On a enrichi la recherche avec des données au niveau de chaque pays, c'est-à-dire on a essayé de voir un peu quels étaient les indicateurs en matière de prévalence des violences, les types de violences, on a revu un peu les cadres législatifs, etc. Bon, la présentation d'aujourd'hui, on va la faire notamment à travers les résultats qui sont ressortis de l'enquête, mais comme on a la chance d'avoir notre expert national, il pourra enrichir avec des éléments qui sont sortis de la phase aussi des entretiens et des focus. Alors, on peut venir à la phase, à la slide suivante, Ghislaine. Du coup, c'est Je pense bon. que ça ne bouge pas. Je ne sais pas s'il y a un souci. Alors, vous pouvez, c'est moi qui va partager et vous allez m'indiquer quand je passe pour vous, si ça vous va. Comme ça, on essaye de voir. Ouais, parce que je dois avoir un souci ici. OK. Bon, désolé pour cette petite problème. Voilà. Vous voyez la présentation? Oui, Oui. très bien. Merci. Voilà. Donc, en fait, pour revenir un peu au sous-titre et un peu, voilà, quel était le contexte au niveau des 10 pays, au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, nous avons élaboré 123 entretiens semi-structurés dans tous les pays. Ces entretiens ont été organisés avec des associations féministes au niveau national et international, aussi avec des acteurs des gouvernements, des institutions et de la coopération internationale. Du total de 123 entretiens, en Côte d'Ivoire, nous avons eu 26 entretiens, dont 17 des associations. Ça veut dire que les autres entretiens ont été faits avec des institutions et des acteurs de la coopération internationale. Je voudrais quand même souligner que la Côte d'Ivoire a été le pays
où nous avons eu plus d'entretiens. Donc, et ça, je remercie à notre expert qui a fait vraiment un effort pour pouvoir mobiliser le maximum des associations avec un contexte vraiment de représentativité. En ce qui concerne les groupes focaux, nous avons organisé en moyenne un focus group par pays avec 10 personnes de manière plus ou moins approximative, sauf au niveau du Burkina, oui, du Burkina et de la Guinée où nous avons organisé des focus group et les cas de Bangladesh où on n'a pas pu organiser aucun focus group. En Côte d'Ivoire, nous avons eu 11 associations qui ont été représentées. Et enfin, nous avons distribué un questionnaire online avec différentes questions pour justement voir un peu quel était l'environnement et les contextes dans lesquels ces associations travaillent. Et du coup, du total des 310 questionnaires, on a 52 qui ont été touchés, pardon, on a 38 qui appartiennent en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire que nous, pour commencer à la collecte de données à travers les questionnaires, nous avons envoyé 52 questionnaire sur la base d'une liste préliminaire que nous avions élaborée avec l'appui des partenaires du projet Fonds et de notre expert national. Nous avons distribué ces questionnaires. Nous avons eu au début 43 réponses, c'est-à-dire que 43 associations ont initié les questionnaires, mais finalement, 41 ont passé les questions éliminatoires et à la fin, on a eu 38 qui ont complété les questionnaires. Donc, les données définitives sont basées sur 38 réponses au niveau du pays. Pourquoi il y a des acteurs qui n'ont pas passé les questionnaires? En fait, nous avions introduit des questions pour éliminer tout ce qui était autre qu'une association ou un réseau féministe qui travaille pour la question de la lutte contre les violences basées sur le genre, c'est-à-dire que tout centre de recherche, acteurs, consultants, personnes individuelles, etc., qui travaillent dans le domaine, n'ont pas pu réaliser l'enquête. Alors, cette étude a fait face à des limites générales. Une des limites la plus importante que je voudrais souligner, c'est qu'on a eu beaucoup de problèmes pour pouvoir trouver des indicateurs sur la prévalence des violences basées sur le genre au niveau des différents pays. Ça, c'est une question générale pour tous les pays. Et après, bon, c'est une étude, comme vous avez pu constater, dans 10 pays au monde avec des réalités différentes. On a travaillé dans 3 langues. Et au niveau des pays, en plus, il y avait aussi des langues nationales, donc c'était aussi vraiment un défi pour nous. Et voilà, maintenant je passe la parole à mon collègue qui va vous présenter les résultats, quelques données qui sont ressorties de l'analyse générale et de l'analyse au niveau du pays, parce que comme je viens de vous signaler, c'est une grosse étude avec beaucoup de données. On ne pouvait pas vous présenter toutes les données et on a fait un choix. Donc voilà, mais après, si vous avez des questions sur des autres sujets, on pourra revenir. Voilà, je passe la parole à mon collègue. Et vous m'indiquez Merci. quand vous voulez que je passe les slides. Merci beaucoup, Maria. Merci pour cette introduction et surtout la présentation de la méthodologie qui a été mobilisée dans le cadre de la réalisation de cette étude. Je voudrais également insister pour dire que, effectivement, face à la quantité d'informations traitées, analysées et interprétées, il y a eu un choix, le choix de vous passer quelques informations dans le cadre de cette session de restitution ou de présentation des principaux résultats. Alors, du point de vue de l'approche ou de la démarche, nous aurons 2 niveaux d'intervention. Le premier niveau d'intervention se rapporte justement aux résultats de la recherche au niveau global. Puisqu'on l'a dit, c'était sur l'ensemble des pays. Et donc, on va vous donner un profil avec des tendances pays et par la suite, le curseur sera mis sur la Côte d'Ivoire qui a abrité également cette collecte de données, cette étude, et on vous permettra d'avoir les résultats pays. Sans plus tarder, on va commencer avec la recherche au niveau global. Nous avons pu, au terme de cette étude, montrer que les populations ciblées par les organisations de la société civile, donc les organisations ici dans ce cadre féministe, dans les 10 pays qui ont participé à l'enquête,
on note que la plupart de ces organisations de la société civile s'intéressent principalement aux femmes et aux filles. Donc, en termes de ciblage, on a 91% de cibles féminines qui ont été identifiées donc comme femmes et 84% on a des filles. Donc, quand vous regardez, la plupart des OSC qui ont participé à l'enquête travaillent sur la femme comme catégorie vulnérable, les filles comme catégorie vulnérable, mais à côté de cette cible, on a aussi d'autres cibles telles que les travailleuses de sexe, des cibles telles que les LGBT, mais en termes de proportion importante, retenez que ces OSC travaillent principalement sur la cible femme et la cible fille. Donc voilà, en termes de ciblage, ce que l'enquête a donné sur l'ensemble des 10 pays. Diapo. Alors, pour ce qui relève des domaines d'intervention de ces organisations en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, lorsqu'on regarde sur l'ensemble des 10 pays, on se rend bien compte que ces organisations abordent la problématique des violences basées sur le genre de manière globale, mais spécifiquement travaillent sur plusieurs formes. Notamment, au cours de l'enquête, il est ressorti que nous avions des violences économiques qui sont abordées, des cas de féminicide qui sont abordés, des cas de violences psychologiques, des cas de violences physiques, des cas de violences sexuelles, les cas de violences physiques domestiques, la traite et l'exploitation des êtres humains, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et forcés, les cas de violences même digitales ou en ligne, et les cas de violence domestique ou en lien avec les droits sexuels et reproductifs. Bref, on se rend bien compte qu'en termes de domaine d'intervention couvrant la problématique des violences basées sur le genre, nous avons plusieurs formes de violences basées sur le genre, mais les violences sexuelles sont beaucoup traitées. Les violences physiques également sont beaucoup traitées. Les violences des droits sexuels et reproductifs sont également beaucoup traitées. Donc, juste pour vous donner une idée de l'objet des OSC qui travaillent comme des acteurs spécialisés dans les VBG. Diapo. Alors, dans le domaine des VBG, quels sont les services qui sont délivrés ou quelles sont les activités qui sont menées. Alors, ici, en termes de pic d'activité, on se rend bien compte que le registre de ces organisations de la société civile en termes d'activité première, c'est la sensibilisation. Donc, on a une sensibilisation pour une prise en compte de l'existence de ces cas de violence basés sur le genre, ciblant toutes les populations dont on parlait. Mais ça peut s'expliquer. Nous n'oublions pas que généralement, dans ces différents pays, nous sommes dans des contextes de déni, nous sommes dans des contextes de banalisation et de tolérance même de ces violences. Et donc, il faut être dans une démarche pédagogique et l'information, l'éducation, la sensibilisation constitue une activité stratégique pour ces organisations de la société civile. Mais à côté de la sensibilisation, nous avons également des activités en lien avec le renforcement des capacités. Donc, il y a beaucoup de renforcement des capacités au niveau des personnels, au niveau des autorités traditionnelles, des autorités étatiques. Donc, il y a du renforcement des capacités. À côté du renforcement des capacités, nous avons également des activités de gestion. Lorsque ces cas surviennent, quel est le dispositif de prise en charge? Donc, ces OSC qui s'occupent de la protection des survivants de BBG sont également dans cette gestion intégrée des cas pour la prise en charge de ces survivantes. Nous avons certaines organisations qui sont spécialisées dans l'accueil et l'orientation de ces victimes, donc tout ce qui est conseil aux survivants. On a des organisations également qui travaillent sur tout ce qui est centre d'hébergement et de transit. Donc, on a beaucoup d'activités
Et retenez aussi que le plaidoyer est fait par ces organisations. On a des activités de plaidoyer auprès des décideurs, auprès des acteurs étatiques, mais aussi auprès des partenaires au développement. Et enfin, il y a plus de 50%, donc précisément 51,85% sur l'ensemble des 10 pays, cette catégorie d'OSC qui travaille dans le cadre de la collecte de données sur les violences basées sur le genre. Donc voilà les types d'activités de services qui sont délivrés en termes de sensibilisation, de renforcement des capacités, de gestion intégrée de ces cas, mais aussi de plaidoyer et de collecte de données. Diapo. Alors, qu'en est-il du budget? Parce que on parle bien d'organisations qui interviennent dans le domaine de la protection des personnes. Et lorsqu'on regarde le budget en termes de résultats d'enquête, on a eu plusieurs paramètres, notamment est-ce qu'on a des organisations qui n'ont pas du tout de budget disponibles? Est-ce qu'on a des organisations qui ont moins de 5 000 euros par an? Est-ce qu'on a des organisations qui ont entre 5 000 et 20 000 euros par an? Est-ce qu'on a des organisations qui ont entre 20 000 et 50 000 euros par an? Alors, le résultat global montre que le Kenya et le Bangladesh et même l'Éthiopie sont les pays où on a pu enregistrer plus de 50% d'organisations de la société civile qui déclarent disposer d'un budget supérieur à 50 000 euros par an. Voyez-vous? Donc, ce sont ces pays-là qui ont un budget qui leur permet de travailler. Mais majoritairement, quand vous regardez, les capacités de nos OSC montrent que le financement est un défi. Ces organisations ne sont pas toujours financées. Donc, ce sont les résultats qui montrent bien que la disponibilité de budget est un souci et qu'il n'y a que le Kenya et le Bangladesh ainsi que l'Éthiopie qui vraiment au cours de l'enquête montrent bien qu'il y a de la disponibilité financière. D'accord? Alors, au cours de l'enquête, nous avons également questionné les capacités des organisations de la société civile. Et donc, on est parti avec une réponse toute faite. Mon organisation est confrontée à des problèmes structurels qui ont un impact sur sa capacité d'action. Et donc, quand vous regardez, il y avait des scores. Donc, 1, pas du tout d'accord, C, tout à fait d'accord. Mais quand on regarde sur l'ensemble des 10 pays, il ressort que les organisations féministes qui travaillent sur les violences basées sur le genre ont des problèmes d'ordre structurel qui affectent leur capacité d'action. Donc, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on a des organisations qui ont des sièges qui sont dûment déclarés, qui ont une existence légale, mais il y a des problèmes de gouvernance. Voyez-vous, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de financement, on l'a dit, il y a aussi des problèmes de mise en place de mécanismes pour le suivi et l'évaluation de leurs interventions. Donc, de façon globale, la question même des capacités des organisations de la société civile, selon l'étude, vraiment, ces capacités-là sont à améliorer à cause des nombreux problèmes d'ordre structurel. Et quand vous regardez, on reviendra sur le cas de la Côte d'Ivoire ou du Burkina, mais regardez les scores, hein, vous vous rendrez compte que nous avons des scores qui varient en fonction des pays, mais globalement, toutes ces organisations qui travaillent sur les BBG ont de nombreux problèmes structurels et au cours des échanges, on pourra y revenir. Diapo. Alors, dans quel environnement ces organisations de la société civile spécialisées dans la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre travaillent? En général, ces organisations considèrent que l'environnement de leurs activités est difficile. Voyez-vous, l'environnement est difficile parce que quand on regarde le contexte
il n'est pas toujours favorable et il met en difficulté leur travail. On est dans des contextes, comme je l'ai dit, où on se retrouve avec une société patriarcale qui fait tout de suite la différence entre l'homme et la femme et positionne dans les rapports de pouvoir l'homme au-dessus de la femme. Donc, c'est un environnement social qui est encadré par des normes sociales sexistes, qui est encadré par des croyances qui sont ancrées dans le patriarcat, et nous avons des comportements généralement qui vont jusqu'à tolérer certaines formes de violence. Oui, il ressort de cette enquête que l'environnement n'est pas favorable, il est plutôt difficile pour les activités des OSC. Nous avons également comme deuxième résultat relatif à l'environnement de travail que les OSC sont préoccupés par les risques de sécurité. Alors, nous sommes dans des contextes où on a une culture du silence. La dénonciation n'est pas toujours une réalité tangible et palpable. Ça pourrait s'expliquer puisque les OSC nous disent clairement qu'il y a des risques de sécurité. Donc, on peut dénoncer et ne pas avoir un dispositif de protection. Et donc, est-ce que l'intégrité de ces OSC est mise à mal? On pourrait dire oui, il y a des OSC qui l'expriment clairement puisque exposés à de l'insécurité. Donc, ces organisations ne sont pas du tout satisfaites des mécanismes existants au sein de leur pays pour assurer leur protection contre les menaces, les attaques contre la sécurité et l'intégrité de ces OSC et surtout les réseaux féministes. Donc, on a des menaces de cyberharcèlement, des cas d'obstruction de leurs activités. Et donc, c'est un résultat qui sort aussi de cette enquête. Les organisations de la société civile aimeraient améliorer le niveau de mise en œuvre des mesures légales de lutte contre les VBG et se sentir davantage soutenus par les institutions nationales. Alors, vous savez que l'un des défis dans ces pays, il existe souvent un cadre normatif riche. Malheureusement, le défi de l'applicabilité ou de l'application de tout ce corpus juridique pose problème en termes de mesures légales pour la prévention et la protection des survivants ou des VBG. Nous avons également identifié des obstacles communautaires à l'éradication de la violence liée au sexe. Vous savez qu'il y a deux systèmes qui cohabitent. Le système dit traditionnel qui met l'accent sur le primat du groupe sur l'individu, où c'est la cohésion sociale qui est recherchée. Il y a beaucoup de règlements à l'amiable. Donc, l'enquête montre que les règlements à l'amiable constituent une barrière, une entrave, voire un frein justement à l'éradication de ces cas de violence liés au sexe. Et donc, on pourra y revenir dans les détails. Les dirigeants communautaires ont également identifié au niveau de ces organisations de la société civile les autorités traditionnelles comme des personnes très souvent conservatrices des normes sociales sexistes. Et donc, c'est une donnée et ils ont même été qualifiés d'opposants. Donc, opposants justement à l'éradication de la violence liée au sexe. Donc, c'est ce qui ressort de l'enquête. Diapo. Alors, après vous avoir donné les premières tendances au niveau global, qu'en est-il du domaine d'intervention des OSC ivoiriennes en matière de lutte contre les violences basées sur le genre? Alors, on se rend bien compte ici que nous avons beaucoup d'organisations de la société civile, 93% de ces organisations qui ont participé à l'enquête expliquent qu'elles travaillent sur les violences physiques. Nous avons également des OSC qui travaillent sur les droits sexuels et les droits de la santé de la reproduction, donc à 73%, voyez-vous. Et on a aussi des organisations spécialisées dans tout ce qui est violence psychologique à 95%. Donc, les violences économiques n'y échappent pas. Et donc, on se rend bien compte que ces organisations de la société civile travaillent en tenant compte de la typologie des violences basées sur le genre
homologué en Côte d'Ivoire. Ce n'est un secret de polichinelle. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Et dans ce document qui a été élaboré en 2012 et diffusé en 2014-2015, nous avons 6 types de VBG. Les cas de viol, les cas de violence physique, les cas de violence sexuelle ou agression sexuelle, les cas de délit de ressources d'opportunité des services, les nombreux cas de mariage précoce forcé et aussi les cas de violence psychologique et émotionnelle. Donc, les organisations de la société civile ont tenu compte justement de cette typologie qui est actée par le gouvernement ivoirien en termes de cadre de référence. Diapo? Oups, maintenant c'est bon. C'est moi. Diapo? Non, non, je ne peux pas passer. Ça s'est bloqué. Ah, allez-y, allez-y. Alors, c'est bon. Ah, voilà, merci. Je voudrais aussi, à la suite de ce que nous venons de dire, en termes d'activité, dire que les ONC ivoiriennes sont dans la sensibilisation. Sensibiliser sur la réalité des violences liées au sexe ciblant les populations. C'est important. Comme on le disait au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui est le ministère lead au niveau de l'équipe gouvernementale. Et nous avons un mécanisme qui est le GBIMS, qui est un mécanisme de collecte qui est aussi appuyé techniquement par les partenaires au développement. Et lorsqu'on regarde les statistiques, je peux vous dire qu'en 2010, la Côte d'Ivoire a enregistré autour de 710 cas de violence basée sur le genre dénoncés et effectivement pris en charge. En 2019, nous étions autour de 3193 cas. En 2020, on tournait autour de 5450 cas. En 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré 6040 cas. Voyez-vous, et aujourd'hui, en 2024, nous sommes autour de 9000 cas. Et donc, la sensibilisation est une priorité très importante pour les organisations de la société civile ivoirienne. Nous avons également les nombreuses activités de renforcement de capacités. On renforce les capacités de plaidoyer contre ces violences fondées sur le genre ou basées sur le genre. À 73%, c'est ressorti. Nous avons également le plaidoyer qui est fait auprès des institutions à 71%. Mais ne négligeons pas également ces ONC qui travaillent sur l'autodéfense à 49%. Nous avons des ONC qui conduisent des études et collectent des données à 41%. Et je vous assure que les organisations de la société civile ont des interventions diversifiées, des interventions variées et des services qui diffèrent d'une organisation à une autre en fonction de son positionnement dans l'écosystème de lutte et de prévention contre les VBG. Diapo? Alors, le niveau d'intervention. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il ressort que beaucoup d'organisations de la société civile travaillent au niveau national. 80% ont déclaré travailler sur l'ensemble du territoire. Toutefois, certaines ONC nous ont dit qu'elles étaient au niveau régional à 5% et au niveau local, on a enregistré 15%. Alors, quelles sont leurs cibles? Les femmes, bien entendu, sont la principale cible, mais c'est à 86% les femmes et les filles, et les enfants à 64%. Cela s'explique bien parce que quand vous regardez les statistiques, à 98%, ce sont les femmes et les filles qui sont exposées à ces nombreuses formes de violences basées sur le genre. Cela ne veut pas dire que les hommes ne sont pas également victimes. Donc, en termes de ciblage, à côté des femmes et des filles, les enfants, n'oublions pas les cellules familiales, les enfants de sexe féminin et de sexe masculin sont également des cibles. Donc, à 64%, c'est ressorti. En termes de nombre de bénéficiaires, 22% des organisations de la société civile ayant participé à l'enquête
on dit qu'elles avaient plus de 200 bénéficiaires par an. 200 bénéficiaires par an et 66% ont déclaré avoir un peu moins de 100 bénéficiaires par an. Et dans cette catégorie d'OSC, on a des OSC qui travaillent sur la catégorie LGBTQ à 25% et certaines travaillent sur les travailleuses du sexe. Donc, vous voyez la diversité qui crée la richesse en termes d'intervention. Et donc, le niveau d'intervention est couvert au niveau national, régional et local. Diapo. Alors, les capacités financières. Alors, l'enquête a montré que 24% des organisations de la société civile interrogées disposent d'un budget annuel supérieur à 50 000 € au niveau de la Côte d'Ivoire. Je reprends, seuls 24%, donc moins de 30% de ces ONC interrogés disposent d'un budget annuel supérieur à 50 000 €. Et lorsque vous regardez finement, nous avons des ONC qui ont plus de 50 000 €, je l'ai dit tantôt, 24%, mais au niveau des ONC qui sont dans la fourchette entre 20 000 et 50 000 €, il y a 18% qui ont déclaré effectivement être dans cette marge. Nous avons également 26% qui ont moins de 5 000 € par an. Il y a des OSC qui ont participé à l'enquête et qui ont avoué ne pas du tout avoir de budget. Donc, ces budgets ne sont pas disponibles et ça montre bien la détresse pour pouvoir mener des activités. Nous avons également entre 10 000 et 20 000 €, 5%, entre 5 000 et 10 000 € par an, 8%. Donc, la problématique montre également que la source de ces financements vient très souvent des fonds de coopération internationale qui jouent un rôle important. Et ce sont 50% des organisations de la société civile qui ont dit que ce sont les fonds de coopération internationale, ce sont des financements assurés par les partenaires privés et ce sont également des fonds publics. Des fonds publics. N'oublions pas qu'il existe des fonds publics, notamment le fonds de la Première Dame, mais aussi d'autres fonds qui existent pour les bénéficiaires. Mais pour les organisations de la société civile, il y a quelques petits fonds au niveau public pour apporter un appui en termes de financement. Diapo. L'impact des facteurs d'instabilité dans les activités. Vous savez que nous avons connu une crise sanitaire aux alentours de 2019 et à côté de cette grosse crise sanitaire qui a impacté les activités et les interventions des organisations de la société civile spécialisées dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la Côte d'Ivoire a été longtemps dans un cycle de rupture de liens sociaux. Donc, souvenez-vous du coup d'État de 99, souvenez-vous de la crise militaro-politique de 2002, souvenez-vous également de la crise post-électorale de 2010. Donc, cette instabilité politique et également ces crises sanitaires, ces catastrophes aussi en termes de pluie diluvienne, souvent ont beaucoup réduit le financement disponible, alors que ces crises n'ont pas toujours affecté la coordination avec d'autres parties prenantes ou le nombre de personnes assistées. Et pour ce qui est de la disponibilité des fonds, on a quelques statistiques qu'on a pu ressortir pour vous. En ce qui concerne le nombre de personnes assistées, vous voyez comment les résultats se présentent. Mais ici, cette instabilité dont sont victimes ces OSC montre bien que ça réduit leur marge de manœuvre et ça impacte leur ardeur au travail. Diapo. Alors, quelles sont les capacités en termes de communication? 71% des répondants ont affirmé avoir recours à Facebook.
Donc, quand vous regardez Facebook, finalement, on se rend bien compte à 76%, Facebook est un réseau social qui est connu, qui est utilisé avec une meilleure appropriation. À côté de Facebook, nous avons également des organisations de la société civile qui ont des sites web, qui les utilisent comme canaux de communication. Nous avons également la radio, donc les radios nationales qui contribuent à positionner dans l'imaginaire collectif ces problématiques qui sont souvent des problèmes de santé publique. Nous avons également des articles dans la presse écrite qui sont mobilisés, mais à côté, on a Twitter, on a Instagram, on a des chaînes de radio propres, on a la télévision qui est aussi un canal et disons que toutes ces organisations, en fonction de leur disponibilité financière, en fonction de leur vision, s'approprient les outils modernes et aussi les outils traditionnels de communication. Diapo. Alors, les capacités spécifiques de ces OSC. On s'est rendu compte que nos OSC ont beaucoup de défis en termes de capacité, beaucoup de défis en termes de collecte de données, parce que lorsqu'on veut adresser ces problématiques, il faut avoir des données désagrégées, mais des données actualisées. Le contexte ivoirien montre qu'effectivement, certes, on peut avoir accès aux données, mais ces données, très souvent, ne sont pas toujours disponibles. Donc, il faut utiliser son réseau pour les avoir et ce n'est pas évident. Et en termes de besoins de capacité, il n'y a pas toujours de compétences en termes de démarche globale d'intégration de la dimension des enjeux genre et inclusion dans leurs interventions. Et ces organisations veulent s'inscrire dans des dynamiques de changement à court, moyen et long terme. Il faudra, de façon plus fine, avoir des changements positifs. Et donc, au niveau de la mobilisation de la collecte de fonds, il y a des défis. Au niveau du suivi-évaluation, il y a des défis. Au niveau du renforcement des alliances et la mise en place de réseaux, il y a également des défis. Au niveau de la communication, il y a des défis. Au niveau de la gestion organisationnelle, il y a des défis. Et les OSC ont souhaité qu'on puisse renforcer également leur capacité en gestion des cas de survivants de violences sexistes sur les approches féministes intersectionnelles, mais aussi l'autoprotection. L'autoprotection, comme le cadre semble ne pas être sécurisé, et voilà les besoins en termes de capacitation spécifique des OSC au niveau de la Côte d'Ivoire. Diapo. Alors, pour conclure et permettre d'avoir des échanges constructifs, je voudrais juste qu'on retienne que la Côte d'Ivoire avec l'Éthiopie sont les pays où les organisations de la société civile sont le plus activement engagées dans la lutte contre la traite des personnes, donc la traite des êtres humains à des fins d'exploitation du travail ou d'exploitation sexuelle, avec un taux respectif au niveau de la Côte d'Ivoire de 51% et au niveau de l'Éthiopie, 50%. La coopération internationale également joue un rôle très important en matière de financement. Cependant, le financement par ses membres est la principale source de financement. Donc, ça veut dire que nos organisations sont dans des logiques de court terme, n'ont pas toujours cette capacité de mobilisation de ressources et donc travaillent souvent sous la coupole de ces organisations internationales et finalement, ces OSC ne sont pas dans des missions de développement, mais se positionnent comme des prestataires de services. Au niveau des acteurs interrogés, les OSC ont déclaré rencontrer beaucoup de difficultés à travailler dans un contexte qui est marqué par des valeurs traditionnelles patriarcales, avec
un système de croyances ancrées, des perceptions sociales sexistes, des normes sociales qui sont en faveur des hommes, et les OSC travaillent en collaboration avec les garants de ces justes coutumes, tels que les chefs traditionnels, les chefs religieux, les leaders communautaires, pour pouvoir déconstruire ces normes sociales sexistes. Et malgré ces contraintes, tous ces acteurs interrogés ont également noté que plusieurs facteurs contribuent positivement à leur travail, notamment la maîtrise de l'environnement ou de l'écosystème, la maîtrise du terrain, la population qui est réceptive et qui accepte de travailler avec ces OSC. Et enfin, ils ont également mentionné la disponibilité des travailleurs professionnels. Donc, voilà succinctement présenté les principaux résultats, et je voudrais dire que ce ne sont pas tous les résultats, mais pour tous les pays où il y a eu des restitutions, il y a eu un choix, le choix de vous présenter certaines modalités de réponse. Je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ghislain et Maria. Vraiment.